un petit peu moins exotique, si j'ose dire, puisqu'il vient tout de même de Nice. Et Jean Bréau a en charge, pour la Société française de chirurgie pédiatrique, le développement et l'adaptation des techniques de simulation. C'est quelque chose de très important. Et vous comprenez bien que quand on doit faire une atrésie d'œsophage en célioscopie, par exemple, comme l'a montré Max, il y a vraiment, il faut un entraînement, c'est absolument indispensable. Il est hors de question actuellement, pour d'autres raisons bien sûr que l'on connaît, de développer cette simulation et d'adapter pour le tout petit. Et je dois dire que Jean anime par ailleurs toute la section simulation d'un récent DIU de célioscopie que nous avons mené à une vingtaine à peu près à avoir développé ça. C'est le seul en France pour l'enfant. Et je crois que on a à peu près 40% de formation pratique, et c'est fondamental, parce qu'après tout, l'écrit, on a tous accès à l'écrit de manière ou d'une autre. Merci Jean de présenter ton travail. Monsieur le Président, cher maître, cher confrère, merci beaucoup de m'avoir convié dans cette très très belle assemblée, très impressionnante pour moi, qui suis un jeune chirurgien, entre guillemets. Alors, je vais essayer de vous donner mon point de vue sur la place de l'enseignement par simulation, puisque vous savez que ces techniques-là, on en parle vraiment énormément, la place de l'enseignement par simulation dans la chirurgie pédiatrique, car j'ai la chance d'avoir un petit peu ces deux casquettes et d'être autant impliqué en enseignement par simulation d'une manière générale au sein de la faculté de médecine de Nice, en tant que chirurgien pédiatre, naturellement. Alors, bien évidemment, le propos va être relativement bref, je l'espère. Je vais vous parler très très brièvement de ce que c'est que la simulation, mais vous le savez déjà largement. À mon sens, pourquoi c'est justifié en chirurgie pédiatrique, et puis on va faire un petit état des lieux sur le triptyque, entre guillemets, de l'apprentissage chirurgical, qui est l'aptitude clinique, technique et travail d'équipe, et enfin je vous exposerai les perspectives dans ce domaine. La simulation, finalement, c'est l'enseignement par simulation, c'est recréer une situation clinique et ou thérapeutique reproductive sur un support autre qu'un patient, et tout ça à visée pédagogique. Et c'est une technique qui n'est pas neuve, puisque vous avez à votre gauche le fameux mannequin d'accouchement qui date du XVIIIe siècle, qui était déjà utilisé comme une technique de simulation, puis au milieu des prothèses digestives qu'on peut utiliser pour apprendre à faire des sutures, et puis des étudiants qui s'entraînent sur l'intubation. Et la justification de ça, bien évidemment, c'est les grandes discussions éthiques. Et finalement, est-ce qu'on a encore le droit de faire notre apprentissage sur des patients ou non? Et manifestement, l'éthique médicale ne va pas trop dans ce sens-là. D'autant plus qu'on a maintenant des thérapeutiques et des possibilités alternatives. Alors, bien évidemment, cet intérêt, il a été croissant ces dernières années. Vous le savez que la Haute Autorité de Santé s'est emparée du sujet de la simulation médicale, notamment en 2012, pour placer cette technique d'enseignement dans le développement professionnel continu comme une technique phare. Les anglo-saxons qui ont un petit peu plus d'avance que nous sur ce sujet-là s'en sont aussi emparés, puisque l'American College of Surgeons a créé une société qui est l'Accredited Education Institute, qui permet de réunir tous les centres de simulation et de lisser les programmes pédagogiques à ce niveau-là. Dans cette même assemblée, je sais que vous avez parlé à plusieurs reprises d'enseignement par simulation, notamment en robotique. Et puis, si on se bascule sur la littérature scientifique, la Cochrane s'est emparé du sujet aussi, avec un certain nombre de méta-analyses. Et tout simplement, en termes de nombre de publications, les publications, si on tape comme mot-clé simulation, sont plus que croissantes, puisqu'il y en a plus de 250 000 maintenant, alors qu'il y a une dizaine d'années, le chiffre était bien inférieur naturellement. Dans le domaine propre de la chirurgie, on sait que les apprentissages, du moins techniques en simulation, vont permettre aux novices, comme aux internes un peu plus avancés, d'identifier un bénéfice net en termes d'aptitude technique qui va être persistant au fil des mois et des années, en diminuant le temps d'apprentissage, en diminuant la courbe de progression, les procédures, et surtout ce qui a été très important, c'est qu'on a pu prouver que ces acquis en simulation sur simulateur étaient transférés au bloc opératoire. Donc il y avait vraiment un gain en termes de capacité technique qui était transférable auprès du patient. Alors quelle est la place de la simulation dans l'enseignement chirurgical? En fait, qu'est-ce que c'est que l'enseignement chirurgical? À mon sens, un chirurgien doit savoir faire trois choses. Il doit avoir eu un apprentissage clinique avec une approche diagnostique auprès du patient et une approche relationnelle. Il doit avoir eu un apprentissage technique pour une gestuelle de base
chirurgicale, mais aussi pour des techniques spécifiques propres à sa spécialisation, et puis aussi pour mettre au point de nouvelles techniques. Et enfin, il doit absolument maîtriser un travail d'équipe, tant avec ses confrères d'autres spécialités, mais aussi au sein des différents corps de métier qui s'occupent du patient. Et dans ces trois items-là, je pense que la simulation a une place. Pour l'apprentissage clinique, sans doute avec l'utilisation des scénarios, avec ce qu'on appelle les mannequins haute fidélité, qui vont être des mannequins qui ont un certain nombre de paramètres vitaux, qui vont parler, pour lesquels on va pouvoir recréer une situation clinique et faire travailler l'étudiant là-dessus, mais aussi auprès d'entretiens standardisés avec des patients virtuels, donc des acteurs qui sont formés pour mimer une pathologie et pour faire raisonner l'étudiant devant cette pathologie. Pour l'apprentissage technique, il y a toute une série de simulateurs qui existent pour des procédures chirurgicales, je vais vous en montrer un certain nombre, pour aussi des modèles d'intervention que l'on peut créer pour apprendre un geste bien spécifique. Et puis il y a naturellement, mais ça c'est depuis très longtemps, l'expérimentation et l'entraînement sur le modèle animal et toute la partie de l'anatomie cadavérique, mais ça qui est utilisé depuis très très longtemps et que je n'aborderai pas dans mon propos. Et enfin pour le travail d'équipe, il y a maintenant ce qu'on appelle les simulations in situ, ce qui consiste en fait à recréer une situation dans le cadre de travail, mais avec un mannequin donc qui n'a aucun plastique, qui n'a aucun risque pour un patient, et voir comment la procédure se déroule. Et puis on peut aussi travailler énormément sur les situations à risque, l'arrêt cardiaque par exemple, pour que tout le monde soit formé à ce genre de sujet. Pourquoi est-ce que la chirurgie pédiatrique, à mon sens, est un bon lieu pour parler de simulation? Tout simplement, mais le précédent orateur en a excessivement bien parlé, finalement c'est une chirurgie qui est très vaste, avec un facteur 10 par rapport à la récurrence au nombre d'interventions à réaliser, et qui est très vaste aussi dans la dimension, puisqu'on peut être amené à opérer des enfants de 1 à 99 kg, avec donc en corollaire une incidence très faible des pathologies, donc une courbe d'apprentissage qui va forcément être plus lente devant l'incidence des pathologies. Il y a aussi des spécificités à la chirurgie pédiatrique, comme dans toute spécialisation, mais notamment la chirurgie pédiatrique a cette spécificité-là d'avoir à travailler dans des espaces qui sont petits, et il a été mis en évidence que les chirurgiens pédiatres ont une compétence particulière à développer pour justement cette notion de travailler dans des espaces qui sont réduits, et ça prend toute sa dimension avec la laparoscopie notamment. C'est une spécialité qui a encore un certain nombre de nouvelles techniques pour lesquelles il faut mettre des mises au point, donc la simulation peut intervenir là-dedans. Et enfin, il y a cette relation tripartite qui est très particulière entre l'enfant, les parents et le patient, qui peuvent justifier un apprentissage aussi particulier. Alors, quel est l'état des lieux? Donc, un triptyque dans cet état des lieux, qui est comment est-ce qu'on pourrait apporter l'aptitude clinique, technique, et comment est-ce qu'on pourrait apporter la notion de travail d'équipe. Sur l'aptitude clinique, ce qui n'existe pas actuellement dans le monde de l'enseignement en simulation, les scénarios sur un mannequin haute fidélité de chirurgie pédiatrique propre, on pourrait imaginer un tableau d'appendicite, n'existe pas. Il n'y a aucun travaux qui ont été faits dans ce sens-là. On va essayer de les développer, mais ça n'existe pas. De la même manière, la notion de consultation avec des patients standardisés, autant c'est relativement facile de pouvoir former un acteur qui va animer une pathologie et guider entre guillemets un entretien, autant c'est beaucoup plus difficile de former un acteur et son enfant qui vont tous les deux être acteurs pour mimer une situation. Donc pour l'instant on n'a pas encore trouvé de solution, sans doute on va y arriver. Par contre ce qui existe c'est des modèles cliniques, et puis c'est le tronc commun avec les pédiatres sur l'apprentissage de situations d'urgence. Alors parmi les modèles cliniques, quelques exemples. Là c'est un modèle qu'on a mis au point à Nice, qui est un modèle d'un bébé, donc c'est un petit poupon, pour lequel on a voulu créer une situation de hernie inguinale pour apprendre aux pédiatres, aux infirmières, aux parents éventuellement à réduire une hernie inguinale. Donc vous voyez, le principe était très simple. Ça a été de réfléchir sur ce que c'est que la hernie inguinale de l'enfant, sur la mécanique, la physiopathologie, de trouver des matériaux qui permettaient de donner un degré de réalisme à la situation, et en fait de découper un pauvre poupon de magasin pour insérer un système d'éponge qui coulisse, qui crée le sac hernière qu'on arrive à réduire. Donc ça c'est un exemple. Il y a un autre exemple qui est disponible dans le commerce, qui est en fait un mannequin de hanche néonatale pour dépister la luxation congénitale des hanches, qu'on peut tout à fait utiliser avec nos étudiants, qui est très performant.
Donc ça, c'est pour les modèles cliniques. Il y a encore très très peu d'exemples, malheureusement. Concernant les simulations médicales pédiatriques, par contre, c'est beaucoup plus développé. Nos confrères pédiatres ont beaucoup plus d'avance là-dessus. Et maintenant, il y a énormément de centres de simulation qui font travailler les internes ou les externes sur le scénario de l'arrêt cardiaque, le scénario du polytraumatisé pédiatrique, que ce soit sur des mannequins à basse fidélité ou haute fidélité, donc plus ou moins traumatisés, avec des programmes qui sont tout à fait variables suivant les universités, mais qui ont une efficacité nette. Là, vous avez un exemple d'un programme avec un mannequin. C'est pas un enfant, c'est un mannequin une situation qui recrée un enfant qui aurait fait une chute de vélo avec un traumatisme crânien et pour lequel on va faire travailler les médecins et les paramédicaux pour prendre en charge cet enfant au ramassage. Donc c'est suivant les pays, notamment aux États-Unis, les chirurgiens pédiatres sont inclus dans ces programmes. En France, c'est pas encore le cas. On espère arriver à ceci. Concernant l'aptitude technique maintenant, donc de la même manière en France, l'enseignement initial des internes en chirurgie en simulation, dans des centres de simulation, est en train de se mettre en place de manière relativement organisée, ce qui est très très bien. Ça passe par des séminaires, des formations continues ou des TIU, notamment le DU de célioscopie infantile. Ce qui intéresse la chirurgie pédiatrique, c'est sans doute d'arriver à développer des simulateurs laparoscopiques, mais qui tiennent compte de notre différence d'échelle de travail, d'espace de travail, et développer des modèles chirurgicaux plus spécifiques. Alors concernant les simulateurs laparoscopiques, là vous avez le FLS qui est le simulateur, le pelvic trainer le plus répandu entre guillemets, et j'avais fait un travail il y a 3 ans pour essayer de diminuer l'espace de travail, tout simplement en diminuant la taille de la zone de travail, l'écartement entre les trocars pour voir les différences d'aptitude. D'une manière beaucoup plus scientifique, notre confrère qui est le docteur Aziz à Toronto a créé de toutes pièces l'équivalent du simulateur FLS que vous voyez ici, mais avec les normes pédiatriques et les normes d'espace de travail néonatal. Donc il a réduit tous les exercices qui sont les exercices, ça c'est la forme adulte et puis ça c'est la forme pédiatrique. De la même manière, c'est des petits grains de Penrose pour faire les sutures adultes et pédiatriques. Il a réduit l'échelle pour apprendre véritablement la laparoscopie pédiatrique. Et pour illustrer ceci, là vous avez donc 2 petits films qui sont le même exercice, qui est un exercice de transfert de plot. C'est la même personne qui fait l'exercice. À votre gauche, c'est la taille adulte et à votre droite, c'est la taille pédiatrique. Et vous voyez la différence de mouvement qu'il y a d'amplitude et de temps. Ça met tout à fait en évidence que le fait de travailler dans un espace restreint va justifier un apprentissage un petit peu particulier. Donc ce système-là, ce simulateur laparoscopie pédiatrique qui s'appelle le PLS, est excessivement efficace et on essaye de le diffuser. Concernant les modèles d'intervention, il y en a peu malheureusement. Il y a plusieurs travaux qui ont été faits sur la trésie de l'œsophage, la hernie diaphragmatique. Sur la hernie inguinale, vous voyez les items sont faibles, pyéloplastie, sinus du pylore. Il y a un seul modèle composite qui est assez intéressant où en fait les personnes qui l'ont conçu ont utilisé un mannequin, donc un bébé, qui va avoir des cris, qui a des paramètres hémodynamiques sur lesquels ils ont greffé une espèce de prothèse de verge pour faire un simulateur de circoncision néonatale. Donc c'est assez intéressant parce que dans le raisonnement, ça va conceptualiser, entre guillemets, ça va faire en sorte que l'étudiant va s'entraîner à faire une circoncision, mais en plus le bébé va crier. Donc ça va rajouter une certaine part de stress, on va dire, qui peut être intéressant. Sur les différents domaines de la trésie de l'œsophage, alors nos confrères à Chicago ont travaillé sur la création d'un thorax pédiatrique que vous voyez ici, et puis pour pouvoir créer donc un modèle de laparoscopie, de thoracoscopie pédiatrique. Puis secondairement, ils ont inclus des éléments animaux, donc c'est un œsophage de lapin, pour véritablement réaliser toute l'intervention d'une cure d'atrésie de l'œsophage par thoracoscopie, mais sur simulateur, d'une manière beaucoup moins onéreuse et complexe. J'avais réfléchi sur la réalisation d'un modèle d'atrésie de l'œsophage juste pour apprendre les techniques chirurgicales, les différentes étapes de la procédure. Alors ça, c'est ce que j'ai fait avec des ballons qu'on utilise dans les services pour animer notamment les enfants, et pour uniquement, vous voyez, apprendre les différents temps d'ouverture de la plèvre, de section nasogos, de ligature de la fissule, etc. De la même manière, sur la hernie inguinale ou sur la pyéloplastie, donc il y a certains, par exemple pour la pyéloplastie, vous avez des modèles qui existent dans le commerce, qui sont faits pour apprendre à faire une pyéloplastie
en voie ouverte ou par voie laparoscopique, et on avait réfléchi sur la manière de faire la même chose, mais à moindre coût, donc toujours avec des ballons, pour apprendre les différents temps d'intervention sur un modèle excessivement simple. Ici, vous avez le travail qu'on a fait sur les hernies inguinales, où ce qui nous a paru important dans la dissection de la hernie, c'est d'identifier les éléments nobles du cordon et de les respecter. Donc on a essayé de créer un modèle qui permettait cette dissection du cordon et le respect de ceci. Enfin, pour le travail d'équipe, qu'est-ce qui est important à mon sens, c'est de faire des simulations in situ, ce qui est rapporté. C'est donc de ramener un mannequin dans une salle de bloc, par exemple un nouveau-né ou un poupon, et puis de voir toutes les différentes étapes de l'installation, comment ça va se passer. Est-ce que chacun est à son rôle, est-ce que le matériel est adapté à la taille, etc. etc. C'est un travail qui a été fait notamment par Isabelle Lacreuse à Strasbourg. Alors, pour finir sur cet état des lieux, en fait, quelles sont les perspectives à mon sens, puisqu'on a notre triptyque, la clinique, l'aptitude technique et le travail d'équipe. Concernant la clinique, à mon sens, il faudrait diffuser les modèles existants, notamment le modèle de hernie, le modèle d'examen de hanche, etc., les diffuser d'une manière institutionnelle dans les centres et dans les services, afin que tous les étudiants, toutes les équipes soient formées déjà sur ces modèles cliniques qui sont relativement performants, et puis il faut travailler au développement de nouveaux modèles. Il faut introduire des scénarios sur les mannequins, notamment faire absolument activer le lien commun avec les pédiatres sur la prise en charge pluridisciplinaire, notamment des situations d'urgence. Peut-être sans doute développer des scénarios spécifiques chirurgicaux. Et puis concernant l'entretien et la consultation, à mon sens, il y a deux domaines à développer. Il y a le domaine de la consultation préopératoire avec un enfant qui pourrait être juste l'enfant qui joue à côté mais qui vient perturber la discussion qu'on a avec les parents, et ça on pourrait tout à fait le faire avec les acteurs. Et puis la consultation prénatale, qui est un domaine de consultation très difficile à mener pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, et pour lequel je pense qu'on pourrait aussi apporter quelque chose. Dans la technique, à mon sens, il faut systématiser le cursus obligatoire pour tous les internes en chirurgie, en sachant que les internes en chirurgie pédiatrique doivent en plus intégrer la microchirurgie. Et puis il faudrait diffuser et créer, à mon sens, un cursus spécifique en laparoscopie pédiatrique en utilisant les supports que nous avons, notamment le PLS. Je pense que pour les modèles d'intervention que je vous ai présentés, on peut tout licitement penser qu'il faut un minimum de réalisation de l'intervention sur le modèle avant de passer sur le patient. Dans beaucoup de publications, on parle d'un nombre de 15 à 20 procédures avant de passer chez le patient. À mon sens, c'est quelque chose qu'on devrait développer, de même que le développement de nouveaux modèles. Et puis, d'utiliser aussi la simulation pour mettre au point les nouvelles techniques. C'est quelque chose qu'on commence à faire un petit peu, mais qui devrait être systématisé. Enfin, pour le travail d'équipe, je pense que le cursus commun pour les pédiatres sur les situations d'urgence doit être impératif, et la simulation in situ au bloc opératoire pour gérer la coordination entre l'équipe doit être absolument impérative et doit être intégrée dans la formation. Voilà, pour conclure, à mon sens, l'apprentissage par simulation est spécifiquement bénéfique en chirurgie pédiatrique pour l'ensemble des caractéristiques dont on a parlé. Il n'est clairement pas assez développé, et dans un avenir plus ou moins proche, à mon sens, il est incontournable, et il faudra l'intégrer dans la formation. Et en parallèle de ceci, c'est un domaine d'avenir qui est très intéressant en recherche et en pédagogie, puisque ça fait réfléchir sur les procédures cliniques, sur les interventions, sur les matériaux et sur la pédagogie, la manière dont on peut apprendre tout ceci. Je vous remercie. Un très grand merci, Jean. Est-ce que Jacques Huppert pourrait venir se joindre à nous en tant que discutant? Le temps qu'il arrive, une question. Dans ce que vous avez montré, est-ce que votre simulateur met une note à la qualité du geste effectué par l'opérateur? Alors, c'est une excellente question. Les simulateurs, dans la chirurgie, globalement, pour les gestes techniques, il y a des simulateurs haute fidélité, dont vous connaissez sans doute tous, notamment le Labmentor, qui est assez diffusé, qui permettent d'enregistrer les mouvements faits par l'apprenant et de restituer ces mouvements en termes d'amplitude de mouvement, de traction sur les différents instruments, les tissus, de temps, etc. Ces simulateurs sont excessivement onéreux, et le plus souvent on fait des simulateurs qu'on appelle basse fidélité, c'est par exemple les ballons qu'on utilise, donc des choses très très simples. À ce moment-là, le simulateur ne met pas de notes, mais par contre on a mis au point des scores qui permettent de scorer l'étudiant avec une reproductibilité qui est parfaite, on va dire, et qui nous ont permis notamment de noter nos étudiants dans le cadre du DU de cétoscopie infantile. Donc on a les moyens d'évaluer ce que fait l'étudiant. Absolument, c'est quelque chose qui est maintenant bien établi en enseignement en simulation. Merci.
Merci. Vraiment bravo pour cette belle communication qui montre témoigne du dynamisme de l'école, de la formation en simulation que vous avez évoqué à Nice. Il y a régulièrement des communications à l'Académie sur ce sujet. Vous aviez intitulé votre papier les techniques de simulation sont-elles justifiées? Le point d'interrogation a disparu sur la diapositive et je crois que vous avez tout à fait raison. La question c'est plus est-ce que c'est justifié, mais comment est-ce qu'on va le mettre en œuvre. Vous avez cité la HAS qui en 2012 a bien expliqué que c'était fini, jamais la première fois sur le patient. Nous avons eu lors d'une séance sur la robotique que vous avez cité le mois de janvier, un pilote de chasse qui nous a expliqué un petit peu quel était le rôle de la simulation dans leur métier. C'est impressionnant à quel point ils utilisent la simulation à tout moment de leur cursus. Et si on reprend un petit peu les différentes étapes que vous citiez, on avait l'apprentissage de chirurgie de base. Donc là, la simulation est très importante. La question que je me pose, c'est que M. Chauvin parlait de 100 à 150 interventions différentes. Si vous faites 10 à 20 fois, si vous répétez 10 à 20 fois cette intervention pour pouvoir la maîtriser au laboratoire, c'est pas 3 ans qu'il faudra au précis, mais c'est peut-être 10 ans pour la formation en chirurgie pédiatrique. Heureusement, il y a probablement des recoupements. L'apprentissage des techniques nouvelles, là encore, vous avez une spécialité qui est extraordinaire, parce que vous faites de l'open, vous faites de l'endoscopie, enfin je pense urologique par exemple, vous faites de la cellio, vous faites maintenant commencer à faire de la robotique. Donc il y a vraiment des très nombreuses techniques qu'il faut apprendre, et là encore, la simulation a un rôle très important. Les pilotes nous parlaient de warm-up aussi. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas fait pas pratiqué pendant quelques temps, quelques semaines ou quelques mois, ils font du simulateur avant de remonter dans un avion. Ça, on ne le fait pas en chirurgie. On peut très bien imaginer avoir besoin de simulateur avant de faire. Il y a dans votre domaine particulier, puisque il y a des interventions que vous faites de façon très très ponctuelle. Il y a certaines peut-être plus de 2 fois par an. Donc, des simulateurs qui permettent de reproduire et de se remettre en forme, comme font aussi les sportifs, ça sera probablement justifié. Le team training, très très important, on en parle de plus en plus. La collaboration au sein de l'équipe paramédicale, médicale, c'est quelque chose de très important. Le mental training aussi, pour se mettre dans l'esprit, préparer son intervention, c'est quelque chose qu'on fait relativement peu. Les chirurgiens expérimentés le font, préparent l'intervention, mais ce n'est pas quelque chose qui est enseigné de façon systématique. Et puis les mises en situation, là on se heurte peut-être à un problème aussi financier, vous citiez les difficultés à avoir des backmentors, des synchronistes, etc., qui sont onéreux. Aux États-Unis, ils ont ils rémunèrent des acteurs pour faire ça. Je ne sais pas si sur Nice, vous avez cette possibilité-là. Non. Il faut les trouver, il faut les payer. Et dernière, là peut-être, je terminerai sur une question. Est-ce que compte tenu du coût de ce matériel, compte tenu du coût, est-ce que on peut imaginer ça dans toutes les universités françaises, ou est-ce qu'il y aura certains centres qui seront plus spécifiques pour ces formations passant par la simulation? Je vous remercie. Concernant la formation, à mon sens, il faut faire un système à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il faut que la simulation soit intégrée pour tous les internes en chirurgie, sur la gestuelle de base, sur la procédure, le travail d'équipe notamment, et les installations bloc-opératoires, et sur les scénarios. Et en décalage, il y a des choses qui sont très spécialisées. Ça peut passer par le biais d'une séance de formation pratique dans un DU, par exemple. Ça peut passer par un séminaire de 48 heures sur une gestuelle technique, parce que l'apprentissage sur un modèle particulier n'a pas besoin d'être forcément très très long, dès lors qu'ils ont la maîtrise du geste, d'une manière générale. Donc je pense que c'est pas incompatible, et c'est pas forcément un problème financier, c'est un problème d'organisation. Oui, je vous remercie de la qualité de votre présentation. Vous avez insisté à juste raison sur la difficulté de mettre tous les scénarios possibles, parce que et de même de l'urgence. Alors, en complément, et peut-être, je crois, venant après la simulation, je voudrais attirer votre attention sur la possibilité d'utiliser des moyens qui sont en train d'être introduits, dont l'un me paraît très intéressant, qui sont les Google Glass, que vous connaissez sans doute, car cela permet, sur ses propres lunettes, enfin avec des lunettes différentes évidemment, d'avoir une caméra et un véritable smartphone intégré à la lunette. Alors, pour, par exemple, l'interne de garde, il pourrait appeler un senior, parce qu'il pouvait appeler directement en opérant,
et lui présenter l'opération. Il vous donnera des ordres, d'ailleurs il me dit, puisque c'est vous seul qui le recevez, qui pourrait guider votre main. Alors ça viendra en complément de votre simulation. Je pense que c'est très intéressant. Nous sommes entrés avec une société française d'essayer de voir toutes les applications sur le chirurgien. Il y a également un appel d'un expert. Il suffit de dire son nom pour que immédiatement l'image soit transmise et il pourrait alors vous dire abaisser cet organe, déplacez-le, et il se met dans votre œil, puisqu'il voit exactement ce que vous voulez. Alors certes, on peut le faire avec un smartphone banal. Aujourd'hui, il suffit de filmer le champ opératoire, mais l'avantage, c'est que c'est à la meilleure place de la caméra, c'est à votre œil. Et deuxièmement, ça libère vos mains. Alors je pense qu'on peut également, pour la formation par exemple, faire une démonstration. Il suffit même pas de caméra dans la salle, puisque vous l'avez sur vous, même pas d'écran d'une salle de conférence, puisque comme Facebook, vous pouvez transmettre l'image à un groupe entier, dans le monde entier même, de chirurgiens qui verraient votre intervention et la commenteraient. Alors je pense que ça peut venir en complément de la simulation, ça ne remplace pas, c'est très, très utile. Mais les moyens modernes s'ouvrent à nous, le monde digital est extraordinaire. Merci. J'étais très intéressé par votre communication. Je voudrais simplement rappeler une chose. Lors d'un des derniers cours européens de neurochirurgie pédiatrique, un sondage avait été fait entre les enseignants et si je puis dire, les enseignés. Bon, si tout le monde était d'accord pour reconnaître le grand intérêt des techniques de simulation, il est intéressant de noter que 80% des enseignés, c'est-à-dire des jeunes neurochirurgiens, étaient hostiles à ce que cette méthode soit considérée comme unique et voulaient revenir à la technique classique. Pensez-vous retrouver le même antagonisme en chirurgie générale? Alors, je partage tout à fait ce que vous dites. Je ne milite pas pour l'enseignement par simulation à tout prix. En fait, le justificatif du développement de l'enseignement par simulation, c'est notamment qu'on s'est rendu compte que le temps de travail et le temps de présence des apprenants auprès des patients, avec toute une série d'éléments qui sont le repos de garde, qui sont l'assiduité à l'hôpital, etc., le temps de travail est diminué, et en fait, sur 5 ans d'internat, globalement, un interne passait 4 ans et pas 5 ans d'internat. Parce qu'il avait un an où il n'était pas dans cet apprentissage-là, et la simulation, à mon sens, ne va pas remplacer l'enseignement. La simulation va permettre de pallier sans doute à l'apprentissage technique, clinique, éventuellement initial, qui va permettre à l'interne, quand il va débuter sa formation chirurgicale, d'avoir déjà un certain nombre d'outils et de gagner du temps là-dedans. Mais il ne faut absolument pas hisser la simulation comme la seule méthode pédagogique. Au contraire, je pense qu'on irait dans le mur. Je partage tout à fait votre avis. Merci Olivier Renberg à Lausanne. Merci, je voudrais d'abord féliciter Jean Bréau, d'abord pour ce qu'il nous a présenté, puis parce que pour tout le travail qu'il fait depuis si longtemps, qui est pour moi, à mon avis, absolument fondamental, au moins aussi important que l'introduction de la cellule de chirurgie en chirurgie pédiatrique. Vous êtes passé un petit peu rapidement sur une question qu'on vous a posée, sur le type de simulateur, et j'aimerais revenir là-dessus. Vous avez montré les simulateurs type PLS, manipulateurs à l'intérieur d'une boîte, et il y a les simulateurs qui sont faits sur des programmes informatiques. Tout le monde connaît la cholécystectomie, etc. C'est tout à fait imaginable d'avoir ce simulateur pour des opérations de chirurgie pédiatrique de la même façon. Oublions le coût, parce que comme vous l'avez dit, par exemple pour les pilotes, on ne se pose pas la question. Ils y vont, quel que soit le coût, ils doivent s'entraîner là-dessus. Moi, j'ai l'impression que c'est deux modes d'apprentissage différents. On n'apprend pas la même chose sur ces deux types de machines, et je voulais juste vous entendre là-dessus. Vous avez entièrement raison. De mon expérience, donc à Nice, ça fait 5 ans qu'on a des internes en chirurgie qui viennent travailler un certain nombre d'heures avec un enseignant sur l'apprentissage laparoscopique notamment. Et on a les deux plateaux techniques, c'est-à-dire qu'on a des simulateurs basse fidélité, donc le FLS que je vous ai montré, et puis des simulateurs haute fidélité comme le LabMentor qui vont donner, qui sont un petit peu plus glamour si l'on veut, parce que les exercices sont plus ludiques. Il y a des interventions virtuelles, donc c'est beaucoup plus stimulant pour un interne qui est tout neuf de dire j'ai fait ma première cholécystectomie, même s'il fait n'importe quoi. Donc il y a un côté qui est de première intention beaucoup plus attractif. La valeur pédagogique de ces simulateurs haute fidélité, à mon sens, est moins bonne que
n'en déplaise aux commerciaux, est à mon sens moins bonne que la valeur pédagogique d'un simulateur basse fidélité. Le seul intérêt de ce simulateur haute fidélité, c'est qu'on a en effet ces datas qu'on va collecter, qui vont nous permettre d'ajuster l'étudiant en lui disant, tu vois, il faut que tu améliores ton amplitude de mouvement parce que tu as une trop grande amplitude de mouvement. On a ces datas. Probablement, dans les années à venir, on va avoir des systèmes mixtes où on pourra utiliser des instruments réels, mais qui passeront au travers de capteurs qui nous donneront sur un ordinateur les datas. Et là, ça sera le meilleur moyen à mon sens. Et puis l'autre élément qui est important sur ce simulateur haute fidélité, c'est qu'il ne faut pas oublier pourquoi ça a été développé initialement. Ça a été développé initialement pour les assurances, et notamment aux États-Unis, en créant le module de cholécystectomie pour que les assurances assurent leurs chirurgiens qui ont fait 50 cholécystectomies virtuelles avant d'en faire une seule patient. Et pour l'instant, la valeur pédagogique de ces logiciels, même si c'est très intéressant, progresse, mais ce n'est pas encore parfait. Et de mon expérience, sans doute en chirurgie pédiatrique, un jour ou l'autre, on aura un logiciel, par exemple, de néphrectomie polaire, de pyéloplastie, mais le bénéfice pédagogique, à mon sens, va mettre beaucoup de temps à émerger. Merci Jo.